Alors, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. Nous avons quelques absents ce soir avec Madame Martine Gay qui donne procuration à Catherine Beaulieu, Monsieur Alain Godot qui donne procuration à Michel Serré, que je cherchais, la voilà. Madame Christine Beyris qui donne procuration à moi-même. Madame Delphine Grelier-L'Église qui donne procuration à Sylvie Péducasse. Madame Catherine Favard qui donne procuration à Sébastien Ducasse. Madame Marine Bru qui donne procuration à Nicolas Pécastin. Monsieur Bruno Dubroca qui donne procuration à Dominique Romain. Madame Nathalie Durchetti qui donne procuration à Catherine Rabat. Et Madame Christine Giraudet qui donne procuration à Christian Berthoud. Le quorum est tout de même atteint. La séance peut légalement se tenir. Il nous faut désigner un secrétaire de séance qui sera ce soir. Une secrétaire de séance, Hélène Deiris. Merci. Nous avons 9 points à l'ordre du jour. Je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai dernier. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? 5 abstentions. Nous passons au point numéro 1. Nous allons parler des Jeux Olympiques et l'accueil de délégations olympiques avec Jean-Yves Trévian. Oui, bonsoir à tous. Alors, dans le cadre de sa politique de développement de la pratique sportive et forte de ses labellisations Terre de Jeux 2024 et Centre de préparation aux Jeux, CPJ, la ville a décidé de soutenir et de faire vivre le projet de Paris 2024 sur son territoire en accueillant notamment des fédérations internationales. C'est dans ce contexte que nous avons été approchés pour organiser des stages de préparation d'équipes nationales olympiques d'Ukraine et d'Égypte qualifiées pour le tournoi masculin de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. La ville a accepté ces propositions et la présente convention a pour objet de définir les modalités d'utilisation des installations suivantes. Terrain d'honneur de la Plaine des Sports, chemin du Golfe à Saint-Paul-et-Dax et de ses annexes, au bénéfice de la sélection ukrainienne. Terrain d'honneur du Stade d'Aarhus, chemin d'Aarhus à Saint-Paul-et-Dax et de ses annexes, au bénéfice de la sélection égyptienne. Les bénéficiaires interviennent en tant qu'organisateurs au nom d'une part de l'association ukrainienne de football, dénommée UAF, et d'autre part au nom de l'association égyptienne de football, dénommée EFA, et sous leur autorité. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet de convention jointe à la délibération et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Et au bilan, ce sera 4 délégations olympiques que nous accueillerons sur le territoire Saint-Paul. Il y a également 2 autres délégations qui seront présentes, la République du Congo, Brazzaville, et le Mozambique sur plusieurs disciplines, boxe, judo, athlétisme, natation, etc. Très bien, pas d'intervention. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Le point numéro 2, à nouveau une convention. Et à nouveau, avec le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, vous vous rappelez, nous avons adopté une convention pour qui puisse s'exercer du côté d'Abès. Il y avait un autre site qui avait été visité qui était celui de Poustagnac. Alors pour tout vous dire, ils ont voulu faire des exercices à Abès, ils ont vu qu'il y avait du monde en cette saison, en cette période. Donc ils n'y sont pas allés, ils nous demandent s'ils peuvent utiliser Poustagnac et c'est l'objet en fait de la délibération de ce soir. Il est proposé de conclure une convention à nouveau avec le premier RPIMA pour les modèles et de définir en fait les modalités de mise à disposition du terrain situé au 9 chemin de Poustagnac à Saint-Paul-et-Dax, et c'est plus particulièrement les 2 anciens appartements qui les intéressent sur la gauche, et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces y rattachant. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci pour eux. Au point numéro 3, nous allons parler à nouveau du Conseil local du handicap pour désigner notamment cette fois-ci ses représentants. Madame Catherine Beaulieu. Merci monsieur le maire. Bonsoir mesdames et messieurs. Depuis octobre 2021, le groupe de travail dédié au handicap de la ville de Saint-Paul-et-Dax, instance locale de concertation, travaille à une meilleure prise en compte des questions du handicap dans la ville. Après plus de 2 ans d'échanges, d'élaboration de diagnostics partagés, de mise en œuvre de premières actions de sensibilisation, le groupe de travail dédié au handicap souhaite évoluer en se structurant désormais en conseil local du handicap. C'est ainsi que le conseil municipal, dans sa séance du 30 mai dernier, a décidé de créer un conseil local du handicap.
Présidée par Monsieur le maire, cette instance de concertation est animée par l'élu délégué au handicap et se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est composée de 3 collèges, les élus désignés pour 3 ans par le conseil municipal, soit 10 élus maximum, les représentantes et représentants d'associations et institutions partenaires relevant du handicap, un représentant titulaire et suppléant par structure, les citoyennes et les citoyens, porteuses et porteurs de handicap et leurs aidants, sur appel à candidature avec possible renouvellement annuel. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner à main levée les représentants du conseil local du handicap. Christine Beyris, Sylvie Péducas, Martine Gaille, Delphine Grelier-L'Église, Jacques Maillefer, Thierry Lafitte, Bruno Dubroca, Julie Idjet et moi-même. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît ? Non. Est-ce qu'il y a une objection à procéder à main levée ? Non plus. Je mets donc la délibération aux voix sur la liste telle que décrite par Catherine Beaulieu. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous ouvrons le chapitre des affaires financières avec la taxe locale sur la publicité extérieure. C'est Hélène Deyris qui vous la présente. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, c'est une délibération sur la taxe locale sur la publicité extérieure avec la fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2025. Donc, depuis le 1er janvier 2009, la collectivité a décidé d'instituer une taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, portant sur l'ensemble des supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Afin de ne pas pénaliser les petits commerçants et artisans, les enseignes dont la somme des superficies sont inférieures ou égales à 7 mètres carrés sont exonérées. De plus, la commune a choisi d'exonérer également les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme des superficies est comprise entre 7 et 12 mètres carrés, comme le permet l'article L. 2333-8 du CGCT. La présence d'une enseigne est indissociable de l'exercice d'une activité et du fonds de commerce. Cette taxe est acquittée par l'exploitant du support publicitaire ou, à défaut, par le propriétaire ou par celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé. Conformément à l'article L. 2333-12 du Code général des collectivités territoriales, les tarifs maximaux de la TLPE par mètre carré sont fixés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Ces tarifs tiennent compte d'une majoration qui est possible pour la commune de Saint-Paul-et-Dax, car sa population est inférieure à 50 000 habitants et qu'elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus. Vous avez donc le tableau des tarifs qui reste inchangé, bien sûr. Il est proposé au conseil municipal à compter du 1er janvier 2025 d'appliquer les tarifs majorés ci-dessous, conformément aux articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du CGCT, et de maintenir l'exonération pour les enseignes autres que celles scellées au sol, dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Avez-vous des questions ? Question. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Nous ouvrons le chapitre du personnel communal avec l'actualisation du tableau des effectifs. Sylvie Péducas. Oui, bonsoir. Une délibération assez habituelle, effectivement. Il s'agit une nouvelle fois de procéder à l'actualisation du tableau des effectifs. Un mécanisme qui est systématique dès qu'un poste est créé ou supprimé ou qu'une personne, dans le cadre de ses missions, change éventuellement de grade. Donc, vous avez le tableau en annexe qui concerne cette fois-ci 2 postes et donc 2 grades sur la collectivité. Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention, elle est adoptée à l'unanimité. Nous passons au marché public avec une délibération importante qui concerne l'adhésion à la centrale d'achat du Raisin. Monsieur Jean Lavielle.
Bonsoir à tous, c'est la délibération numéro 6. Alors, suite à de nombreux dysfonctionnements constatés sur les lignes mobiles de la collectivité avec son partenaire SFR, la commune de Saint-Paul-et-Dax a donc décidé de ne pas reconduire les lots 1 et 2 du marché pour les services de téléphonie AC numéro 22.03, tous deux relatifs à la téléphonie mobile au 31 juillet 2024. La communauté d'agglomération du Grand Dax ayant manifesté sa volonté d'adhérer au RESAH dans un souci de rationalisation de ses achats, la commune de Saint-Paul-et-Dax souhaite également bénéficier des conditions tarifaires de cette centrale d'achat dans le domaine de la téléphonie mobile. Le marché concerné est le suivant. Ce sont les fournitures de services opérées de télécommunications mobiles et prestations associées, abonnement et communication des lignes de téléphonie mobile M2M, MDM, amélioration des couvertures indoor et outdoor. Il est précisé que le RESAH est un groupement d'intérêt public, le fameux GIP, donc national, dont l'objectif est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats des pouvoirs adjudicateurs, intervenant à titre principal ou accessoire dans le service sanitaire, médico-social et social. Elle comporte près de 2600 adhérents et dispose d'une offre large de marché relevant de différentes familles d'achats, notamment en matière informatique et de services télécommunications. Donc l'adhésion de la communauté d'agglomération du Grand Dax au RESH et ses marchés de services de télécommunications permet aux communes membres de moins de 20 000 habitants qui le souhaitent de bénéficier des conditions tarifaires, notamment des marchés concernés sans coût d'adhésion. Voilà. Vous avez des questions à poser? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Nous passons à l'urbanisme. Avec le point numéro 7, une autorisation de demande d'autorisation d'enseigne. Sans fait les autorisations. Monsieur André-Mo. Très bien, merci. Bonsoir à tous. L'analyse des besoins sociaux réalisée en 2023 sur la commune est venue compléter les premiers éléments de diagnostic posés par les différents services de la ville et leurs partenaires associatifs et institutionnels. Parmi les leviers, cette analyse souligne entre autres que tout nouveau dispositif permettant de lever le frein de l'isolement social aurait de nombreuses retombées positives pour favoriser l'accompagnement. Au regard de ces problématiques d'isolement, notamment d'une partie de la population du centre-ville, et en l'absence de structures de proximité, d'animation, de vie sociale dans ce quartier, la municipalité souhaite s'engager dans la création d'un lieu sur le site de l'ancien restaurant municipal situé 112 avenue de la Résistance. Ce lieu doit prioritairement développer des actions collectives permettant le renforcement des liens sociaux et familiaux et les solidarités, la coordination des initiatives favorisant la vie collective, le mieux vivre ensemble et la prise d'initiative des usagers. Cette structure de proximité a pour ambition de toucher tous les publics et à minima les familles, les enfants et les jeunes. Cette structure sera scindée en deux parties. Un espace dédié au secours populaire pour développer une boutique solidaire, d'une part, et d'autre part, un espace mis à disposition des associations, des habitants pour développer des actions visant à renforcer les solidarités. Cette structure de proximité sera dénommée la fabrique du lien. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à déposer cette demande d'autorisation d'enseigne permettant d'identifier cette nouvelle structure. Est-ce qu'il y a des questions? Julie Jed. On va faire un N-Siro de micro. Bonsoir à tous. Alors, nous, concernant cette délibération, nous avons fait le choix de nous abstenir, simplement par cohérence. Déjà parce que ce lieu-là que vous avez choisi, c'est l'ancien restaurant municipal. Nous nous étions opposés à la fermeture du restaurant municipal.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que là où vous l'avez placé à l'heure actuelle, on pense toujours qu'il est mal placé parce qu'il est très excentré. L'accessibilité est difficile. Enfin, je ne vais pas refaire la commission qu'on avait eue. On avait discuté pendant 2 heures. Les réservations sont trop longues. Il y a plein de points négatifs pour nous concernant ce nouveau lieu. Et également parce qu'on avait parlé qu'il fallait effectivement une structure, enfin, un endroit qui regroupe toutes les structures sociales, afin de permettre aux habitants d'avoir en fait un lieu où ils puissent directement se regrouper sur un seul et même unique lieu. Là, en l'occurrence, ce secours populaire, c'est très bien. Ils vont avoir les vêtements. L'alimentaire est encore à la pince. Voilà. Je reste convaincue que le plus simple pour les habitants, ça serait d'avoir un seul et unique endroit. Donc, pour toutes ces raisons, nous allons nous abstenir sur cette délibération. Sylvie Péducas. Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet du restaurant avec les solutions qui ont été trouvées et je ne vais pas prendre non plus la part de Christine Bayris, je crois, qui vous a déjà répondu à ce sujet et qui le suit avec beaucoup d'attention. Et malgré tout, des satisfactions des usagers aujourd'hui par rapport à la qualité des repas servis, même si la question du déplacement et de la distance reste une question qui est posée. Et donc, ce nouveau lieu, effectivement, a vocation à accueillir l'ensemble des associations, non pas dans une logique de location ou de mise à disposition, mais de la construction, effectivement, d'un programme. Les associations, nous les avons rencontrées plusieurs fois avec Christine Bayris, dans le cadre de sa délégation, avec les agents à la fois du CCAS et de l'action citoyenne, puisqu'il en va de l'ensemble de ces sujets, y compris d'ailleurs avec la construction du futur CLH. L'idée, c'était d'avoir effectivement un lieu qui soit le plus accessible possible. Concernant le secours populaire, ça permettait de répondre à une demande de longue date par rapport à l'ouverture d'une boutique qui a pu exister derrière l'église, le presbytère, mais qui n'était pas du tout adapté et pas accessible pour cela, et qui manquait du caractère aussi de dignité que l'on peut espérer lorsqu'on est accueilli dans une boutique, avec une forme d'accueil effectivement des publics qui est différente, beaucoup moins stigmatisante. Et c'est aussi ce travail-là qui sera mené sur cet espace. C'est un travail qui est mené en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale sur la réflexion du devenir de ce lieu. Donc voilà, on espère qu'il répondra favorablement. En tout cas, aujourd'hui, il est reconnu par l'ensemble des partenaires associatifs et par la CAF comme un lieu pouvant répondre aux enjeux qui ont été soulevés par l'analyse des besoins sociaux. Restera à nous de le faire évoluer dans le bon sens. Catherine Rabat, qui a un micro? Parfait. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors simplement, notre groupe votera pour la délibération parce que nous sommes effectivement favorables à tout ce qui peut créer du lien et de la solidarité envers les populations. Par contre, une remarque qui rejoindra la remarque que vient de faire Julie. Nous regrettons la fermeture de restaurant municipal dans le bourg de Saint-Paul, parce que c'est quand même la suppression de leur service de proximité, même si effectivement des solutions ont été mises en place pour que les personnes les plus en difficulté ou qui ont du mal à se déplacer puissent aller déjeuner à l'ESAT, c'est-à-dire à côté de après l'hippodrome à la zone, mais on regrette fortement quand même que ce service ait été supprimé depuis le mois de mars en proximité et qu'il ait été un petit peu passé sur silence. Mais nous voterons quand même la délibération compte tenu des projets qui sont faits à cet emplacement. Catherine Beaulieu. Oui, je voudrais juste intervenir, comme Christine n'est pas là et que j'ai suivi aussi ce projet. Je pense que c'est faux de dire on a supprimé le restaurant social. On a supprimé où c'est. Mais on a... Non, mais je vais finir, vous aurez le droit de me répondre, Madame Rabat. Mais les personnes ont été consultées. On a étudié avec elles les possibilités de bus qui, entre parenthèses, ne sont pas tellement adaptés, mais ça, ce n'est pas de notre ressort, mais plutôt de l'agglomération. Et ce n'est pas seulement sur le village d'entreprise, c'est un problème sur Saint-Paul où il y a des problèmes pour le transport en commun.
Actuellement, je suis blessée, donc je les prends et je peux vous dire que c'est pas facile pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, c'est faux de dire que le service, comme a dit Julie tout à l'heure, est supprimé. Le service existe toujours. La preuve, j'en suis. Moi qui allais régulièrement, parce que je trouve ce lieu très bien, et justement c'est un lieu intergénérationnel, il y a des ouvriers, il y a des gens du conseil départemental, il y a des gens de l'agglomération. C'est vraiment dans l'idée qu'on veut faire de ce lieu prochain de fabrique de liens. Et moi je pense que c'est important justement que les gens qui sont au restaurant, qui utilisent le service du restaurant social, pour beaucoup, pour des raisons économiques et pour d'autres, pour avoir du lien, puissent se retrouver dans des lieux comme ça. Donc, moi, bénéficiaire justement de ces services, j'ai pu m'inscrire récemment auprès du CCAS. Donc, j'invite toutes les personnes, parce que c'est vrai, j'en ai parlé avec notre responsable, ce n'est pas assez connu et je pense que nous ferons une annonce. On peut continuer à s'inscrire pour ce service, sauf qu'il faudra aller à la zone d'entreprise. Donc il y a le bus avec des horaires qu'il faudrait modifier. En tant que responsable du conseil local du handicap, d'ailleurs, je vais faire une demande officielle pour être reçue à l'agglomération. Il y a un petit problème effectivement pour les inscriptions, mais c'était déjà le cas avant. Fallait s'inscrire longtemps, 8 jours à l'avance pour pouvoir, et c'est vrai que c'est pas pratique pour tout le monde, mais ça c'est en roulant que nous pourrons améliorer ces choses. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment des personnes en situation de handicap, très en situation de handicap, qui se rassemblent et qui font du covoiturage. Donc les citoyens, alors au départ sûrement que ça les a un peu, voilà, puis il y a des bruits qui couraient que nous allions supprimer ce service. Ce service n'est pas supprimé, on peut toujours s'inscrire. Certes, c'est éloigné, mais certes, il y a des solutions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Catherine Rabat. De repréciser ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que le service avait été supprimé, j'ai dit que nous, on trouvait dommage et regrettable que le service de proximité dans le bourg de Saint-Paul ait été supprimé et qu'effectivement, on a dû, du coup, et vous l'avez bien précisé, mettre en place des moyens pour emmener les gens déjeuner, donc à l'ESAT, au village d'entreprise. Je n'ai jamais dit que le service était supprimé, mais par contre, le service de proximité dans le bourg a été supprimé, et ça, je pense que c'est quand même un service de proximité à la population qui a été supprimé. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas toujours simple de pouvoir aller déjeuner là-bas, lié au handicap, lié à voilà, tout un tas de choses que vous avez précisées, on vous en remercie. Mais ceci dit, ça nous empêche qu'on votera pour cette délibération, puisque le local va être utilisé à d'autres fins sur lesquelles on est favorable, mais on tenait à faire la remarque par rapport au fait que le restaurant municipal aurait peut-être dû être d'une manière ou d'une autre conservé plus proche du centre pour les usagers, tout simplement. Sylvie Péducas. On peut jouer sur les mots pendant un moment, mais effectivement c'est important, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, effectivement, de ne pas utiliser, mais c'est peut-être à dessein, le terme supprimé. Il y a une évolution effectivement de la structure. D'ailleurs, je rappelle que au sein de la structure, la cuisine n'a pas été démantelée parce que dans la réflexion sur l'évolution du lieu avec les partenaires associatifs et la caisse d'allocation familiale, la question de services ponctuels de repas et d'adaptation à la possibilité de repas est posée. Il se trouve que l'analyse des besoins sociaux mettait aussi en évidence qu'aujourd'hui, ça n'est pas la demande première des usagers, mais du coup le CCAS s'est vraiment intéressé aux usagers qui en bénéficiaient pour voir comment on pouvait le faire évoluer, mais que la demande est un peu différente en termes d'accompagnement et donc de proximité, également avec la possibilité non pas d'avoir un repas qui est servi à une heure qui est fixée, mais de pouvoir éventuellement venir faire réchauffer son propre repas à un moment plus libre, plus disponible. Et donc l'idée, c'est pas de supprimer un service de proximité, c'est de le faire évoluer en essayant de répondre au mieux aux besoins. Et effectivement, dans l'intervalle, il y a des tas de solutions qui ont été proposées, qui sont certes moins proches, mais en tout cas avec toutes les dispositions pour les rapprocher au maximum des citoyens qui en bénéficiaient. Donc on peut entendre votre remarque, de même que tous les usagers qui faisaient cette remarque ont été entendus et accompagnés par le service. Mais on est bien dans le cadre d'une évolution qui vise à répondre le mieux possible
aux problématiques et aux enjeux qui ont été identifiés. Merci pour ces précisions. Je pense que c'est important d'être clair sur les mots dans cette période où beaucoup de choses sont floues. On joue beaucoup sur les mots, du coup on est un peu tous perdus. Donc il est important effectivement de remettre les bons mots aux bons endroits. Et puis j'ajoute également qu'on travaille sur la bibliothèque municipale en ce moment, l'ancienne bibliothèque municipale avec les associations, pour apporter toujours plus de services en réponse à l'analyse des besoins sociaux qui étaient évoqués juste auparavant. On met la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions. 4 abstentions. Nous passons à un tout autre sujet, les affaires foncières, avec la dénomination d'une place ou une redénomination de place. Frédéric Durand vous explique tout, y compris l'historique. Merci, monsieur le maire. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans le cadre donc des travaux de construction d'une halle couverte sur l'actuelle place du marché, il convient de remettre en cohérence le nom de cette place, tantôt appelée place du marché, tantôt place de la Poste, tantôt place Baaigne, du nom du conseil municipal des années 1835. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de place du marché Baaigne. Voilà, et si vous voulez que je vous donne quelques précisions sur ce monsieur Baaigne, déjà son prénom c'était Joseph, son maire c'était monsieur Asa Loustalé. Lorsque monsieur Asa Loustalé est décédé, il a pris le relais en tant que maire, il était premier adjoint je suppose. Et il a assuré cette fonction de maire sans avoir été vraiment élu. Voilà. Hein. Et le maire suivant sera M. Camentron, dont une résidence saint-pauloise porte le nom. Camentron, voilà. Et maintenant, les deux lieux sont très proches. Je ne sais pas si c'est fait du hasard, je ne sais pas. Voilà, Camentron, il y aura Baaigne à côté. C'était des gens de milieu 19e siècle, une période aussi, si j'ai bien lu. Assez mouvementé, on va dire. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur M. Baaigne, n'hésitez pas. Ça s'écrit comment, Baaigne? Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant E-I-G-N-E. M. Baaigne ou M. Durand? Joseph. Voilà. La rue Camentron est juste à côté, effectivement. Eh oui. Eh oui. Camentron, il se retrouve avec Baaigne. C'est bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions historiques ou pas pour Frédéric Durand? Alors, ces informations, je tiens à le dire, de la part d'un agrégé en histoire saint-pauloise, M. Michel Labeillerie. Alors, merci à M. Michel Labeillerie également pour ces précisions. J'en profite pour vous apporter d'autres précisions. Vous avez vu, les travaux de la halle sont terminés. Donc, on est désormais dans la réception de la halle. Si la réception est conforme, les grilles devraient être retirées d'ici la fin de la semaine. Le marché devrait se tenir sous la halle la semaine prochaine. Et puis nous aurons une inauguration, nous lançons l'invitation à toute la population pour le 13 juillet à 12h pendant les fêtes de Saint-Paul, qu'on puisse passer un moment ensemble sous cette halle qui sera également illuminée la nuit. Donc on vous invite à y passer également en nocturne. Le résultat est splendide. N'est-ce pas André Humeau? Je mets la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est adoptée à l'unanimité. Est-ce que la délégation de pouvoir appelle des observations? Non. 2 éléments complémentaires avant de se quitter. Je vous rappelle, alors l'information du coup est passée un peu en second plan vu l'actualité, que c'est la semaine internationale de la Gascogne, la toute première. Nous travaillons à ces éléments. Le drapeau de la Gascogne flotte devant la mairie, donc n'hésitez pas à regarder, à participer à l'ensemble des actions qui sont engagées en cette semaine particulière partout sur la planète. Et puis deuxième point, je vous rappelle que dimanche prochain a lieu le premier tour des élections législatives. Voter en France est un droit, c'est aussi un devoir, donc nous vous invitons à vous rendre aux urnes dimanche prochain. L'ordre du jour est épuisé. Merci à tous, bonne soirée et à dimanche.